On dit pas bonjour. Voilà. Bonjour! Bonjour, Bonjour Salut. tout le monde! bonjour Maxime. Bonjour Ala, bonjour Charles. Hein. Ah bonjour, enchanté, c'est un plaisir de te rencontrer. Comme l'histoire, cette fois on dit bonjour, hein, c'est ça? Ouais, on dit bonjour, ouais. Même si pour nous c'est le soir, il est 21 h comme d'habitude. Vous êtes déjà nombreux à nous rejoindre ce soir pour le live. Comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude, ça fait très plaisir en tout cas. J'espère que vous avez bien toutes vos questions préparées. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on a Maxime avec nous, qui est Qui est qui est un un membre du membre staff du staff, voilà, on a dit. d'École Membre du staff, Tokyo. c'est ça. Voilà, exactement. Voilà. Et ça va rejoindre directement le sujet du jour. Hein. Pourquoi on a Maxime en invité parce qu'on va parler de apprendre le japonais au Japon. Voilà. Et c'est un sujet qui a l'air d'intéresser pas mal de monde. Hein. On vous voit déjà connecté sur le chat en live, là, Yes. un peu au taquet. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. On est là aussi bien moi que Charles que Maxime pour répondre à tout ça. Aussi bien en se basant sur nos expériences que Maxime sur École Tokyo. Oui, tout à Yes. fait. Ouais. C'est vrai que c'est un vaste sujet et je pense qu'il y a beaucoup de contre-vérités sur Internet qui tournent là-dessus, en fait, sur apprendre le japonais au Japon. Et donc, on va faire une espèce d'état des lieux un peu, rétablir la vérité, voilà. Exactement, on va répéter la vérité véritable. Donc déjà pour démarrer, nous, Ala et moi, on est dans une école. Enfin moi, je suis absolument dans une école de japonais à Tokyo. Moi, j'étais dans une école de japonais à Tokyo. La grosse différence, c'est que Maxime n'a pas fait d'école de japonais à Tokyo, mais justement, il va pouvoir nous donner son point de vue par rapport à la fac en France, fac de japonais, c'est ça? Parce que toi, tu as appris le japonais en France, c'est ça, hein? Voilà, exactement. Alors moi, contrairement à vous deux, et puis aux étudiants dont je m'occupe en fait au quotidien à École Toshin, en fait, à École Tokyo, c'est vrai que moi, mon parcours, en fait, il est en fait un parcours universitaire de japonais en France. Donc l'apprentissage du japonais en français et en France, voilà. Ce qui est très différent des écoles de langue de japonais à Tokyo. Donc voilà, j'ai fait ma licence de japonais dans un premier temps. J'ai fait un échange universitaire à Okinawa, voilà, donc dans Ouais. les îles Pacifiques. Voilà, et puis donc moi mon parcours c'est intégralement en fait l'apprentissage du japonais voilà, en France, ce qui est extrêmement différent des écoles de langue en fait au Japon. Et je pense qu'une fois que vous aurez justement confronté vos expériences à vous deux, je pourrais en dire un peu plus sur les grandes différences qui existent entre les deux parcours. Hein. D'accord, ok, ouais. Parce que Justement, vous pouvez parler un peu de nos expériences. c'est ça, bah moi, moi dans mon école en tout cas à Tokyo, c'est simple, si tu travailles pas comme un malade comme un malade mental, bah tu n'y arrives pas. Non mais ça c'est vrai, on est d'accord. Ouais, Hein. ouais, Ça c'est ça, on est plus que d'accord, je c'est pense. ça. Ils visent exclusivement à faire passer le JLPT. Mhm. Donc en gros, en un an dans mon école, tu peux passer le N2. Enfin, c'est ce qu'ils visent, et il y en a qui le passent très bien, le N2 sans problème. Ouais. Mais c'est tous les jours 15 kanji, c'est des contrôles de kanji tous les jours. À la fin de semaine, il y a un contrôle sur 30 kanji. Donc, tous les jours, on a des kanji tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on étudie des textes hyper compliqués. Enfin, c'est très très précis, quoi. Et on apprend, à la limite, on apprend plus. Dans mon école, j'ai l'impression qu'on apprend plus de choses vraiment très précises. Par exemple, on étudie la fermentation du natto. Par contre, ils sont un peu lents avant de, c'est un peu lent avant de faire les gros sujets du style, comment dire, des sujets du style, tu vas au restaurant et tu dois réserver une table. Voilà, ils estiment presque que tu dois le savoir, tu dois l'apprendre Ouais, par c'est toi-même à naturel. côté. Ils estiment que tu travailles, que tu fais un arbaito. Voilà. Pour moi, c'est un peu ça mon école. Ouais. Ouais. Mais c'est une école qui donne le visa et donc c'est l'avantage de cette école. Et t'apprends combien d'heures par jour? Combien d'heures par J'ai semaine? 4 heures de cours par jour, de 9 heures du matin à 13 heures. Ouais. Et voilà. Donc après, j'ai les après-midi libres. Ouais. C'est comme ça que j'arrive à faire le con après sur Internet. Ah, ouais. En fait, la grande différence avec l'université, c'est que déjà à l'université, on a 16 heures par semaine. Ah ouais. Voilà, bon, et puis c'est partagé entre des cours vraiment de pur japonais, grammaire, kanji, voilà, et puis oral, et des cours de civilisation. Voilà, parce que c'est de la recherche en japonais qu'on fait en fait. C'est pas vraiment l'apprentissage de la langue, c'est de la recherche en général. Qu'on fait, je parle pour la filière LLCE, voilà, langue étrangère appliquée, voilà. Enfin non, justement, langue, culture et civilisation étrangère appliquée, voilà. Et donc, voilà, ce que tu dis, toi, ton rythme à l'école, c'est le même qu'à l'école Tokyo aussi. C'est des petits examens toutes les semaines, des rappels de kanji aussi, très important. Et puis, Ouais. c'est un niveau qui est autrement plus difficile aussi. Hein. Parce que moi, j'ai appris à la fac en 3 ans. C'est ce que j'aurais pu apprendre en un an, finalement, dans une école de langue au Japon. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Moi, à la fin, les gens qui étaient en licence, ils pouvaient pas passer leur GLPT2.
Ouais. À l'école, il y a des gens, comme tu dis, qui en un an peuvent passer le GLPT 3 ou 2. Voilà, ça c'est une Ouais, différence. j'ai une amie, elle l'a passé bon, après, elle est taïwanaise, donc elle connaît les kanji, etc. Donc ça aide déjà pas mal. Mais elle a passé le N2 en 6-7 mois, quoi. Alors que, voilà. Ouais. En France, j'ai une amie qui a fait les langues orientales, je crois que c'était les langues orientales, et en 3 ans, ouais, elle a raté le GLPT2. Ouais, mais ça, je pense que ça m'étonne pas, parce qu'après aussi, on est dans le système scolaire un peu C'est au ça. Japon, et Il y a aussi le fait que techniquement aussi, ici, si tu n'apprends pas tes kanji, si t'es obligé de faire des efforts quoi qu'il arrive, même dans le métro, etc. T'es entouré, sollicité de quoi. partout. En France, dès que tu rentres et que tu fermes tes bouquins, bah, t'as le français tout qui t'entoure, donc C'est exactement ça. On a beau mettre des post-it sur le frigo, sur tous les objets qui nous entourent. Nous, c'était la technique qu'on avait à la fac. Quoi qu'il arrive, de toute façon, ici au Japon, on est en immersion. On est entouré de kanji en permanence. Et puis, si on veut s'en sortir, bah, il faut parler, voilà, tout simplement. Donc, on n'a pas le choix. Et ne pas avoir le choix, n'empêche, c'est quand même une épée de Damoclès qui est vachement utile pour apprendre une langue, quoi. bah, ça te pousse plus rapidement, parce que moi, c'est un peu comme ça que j'avais choisi mon école de japonais à Tokyo. Hmm. Il y a énormément d'écoles à Tokyo. Il y en a tout un panel, il y en a pour tous les goûts, etc. Enfin, et moi, j'avais fait exprès de choisir une école où il y a quasiment pas d'occidentaux pour pas avoir le choix et parler en japonais le plus rapidement possible. Donc, même le staff, la majorité, ne parlait que japonais et tout. Les profs, bien, ouais. tous les cours étaient 100% en japonais, même pour les débutants. Au début, pour certains, ça peut faire un peu peur, se dire, d'arriver, ça va être que en japonais, je vais rien comprendre, je vais être à la rue. Mais en fait, moi j'étais débutant, donc je connaissais pas un mot de japonais, rien du tout. Mais c'est tellement bien structuré, tellement bien préparé, ils ont tellement l'habitude. En fait, ça va naturel, ouais. C'est exactement ça, en fait. Il y en a beaucoup qui font l'erreur, en fait, peut-être de vouloir faire des cours de japonais en français, même au Japon. Voilà, Ouais. il y a certaines écoles qui font ça. Et voilà, finalement, ça revient au même que de rester En France, voilà, en ouais. France, d'apprendre le japonais. Voilà. Et c'est vrai que, comme dit Ala, ça fait peur au départ de se dire on va nous enseigner, même quand on est parfait débutant, le japonais en japonais. Mais on se rend pas compte qu'en fait, que les profs ont une expérience par rapport à ça, un passif, et ils sont formés pour apprendre le japonais à des étrangers, justement, quoi. Voilà. Tout le monde il travaillait avec des images. Moi, je sais qu'au début, en débutant 1, on avait une prof qui parlait un tout petit peu anglais, donc des fois elle trichait, elle nous a sorti 2-3 mots pour traduire. Mais sinon, on fait tout avec des images, etc. Et même maintenant, tout ce qu'on fait, même les mots, genre même pour parler de fermentation de natto, on nous sort toute une définition après en japonais et on comprend quoi. Ils sortent des exemples et donc il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. C'est vrai que ça peut faire peur au début. Ouais. Et je sais que j'ai des amis qui comprennent pas, ils me demandent comment tu fais, ils parlent français, les profs, non, non, ils parlent que japonais. Mais comment tu peux comprendre dans ces cas-là? En fait, ça rentre. Moi, je C'est me rappelle. pareil, on a énormément de questions, nous aussi, des étudiants par mail ou qui arrivent à l'école au départ et ils sont inquiets, souvent. Mais une fois qu'ils sont dans le rythme et dans le bain, ils sont finalement très satisfaits d'avoir pris ce genre en fait, d'initiative du japonais en japonais. Voilà, Ouais. l'apprentissage du japonais en japonais parce que c'est la seule méthode pour apprendre rapidement, je pense, voilà, le japonais de façon optimale vraiment. Mm. Et je pense que là, tu pourras dire la même chose pour toi, hein, ton expérience. Bah, moi, personnellement, c'est ça, définitivement. Je pense que j'ai fait le bon choix pour ça. Je sais que si j'aurais pris en français, parce qu'il y a des écoles à Tokyo qui proposent ça, mais si j'aurais pris ça, je me serais retrouvé dans un environnement français où toutes les 2 secondes j'aurais posé les questions en français, donc mon cerveau n'aurait pas réfléchi en japonais à aucun moment. Exactement. J'aurais Ouais. pas la rue totale, quoi. Non, puis en plus, ce qui est sympa avec le Japon, c'est que voilà, ça permet aussi un peu de s'exiler un minimum. Faut aussi apprendre à se débrouiller tout seul, Ouais, bah et pas toujours être entouré de Français. C'est un peu l'aventure, mais Ouais, c'est l'aventure, ça, c'est l'aventure au début, mais ça vaut le coup. Et au-delà des Français, on peut même parler des Occidentaux en général, parce que même l'anglais aussi est une facilité qu'on peut prendre rapidement au Japon et s'en accommoder. Ça, c'est aussi un piège à faire très attention quand on est au Japon, quoi. Je pense que là-dessus, vous avez eu l'expérience de ça aussi. Dans mon école, on parle que anglais, en fait, c'est ça le problème à la fin des cours. Enfin, mais après, moi, dans mon école, il y a le choix, soit les cours du matin, ou il y a beaucoup d'Américains, même les Taïwanais. Le problème, c'est que les Taïwanais et les Chinois parlent très bien anglais, donc là, ça a plutôt tendance à utiliser l'anglais pendant les pauses. Et par contre, les cours de l'après-midi, c'est exclusivement que chinois, et donc là, je pense que ça va être plus dur pour parler, à moins de parler japonais, tu sais, l'anglais, c'est pas. moi, c'était l'avantage de l'école où j'étais, c'est que justement, il y avait quasiment que des Asiatiques. Donc, la majorité, c'était Ils parlaient pas anglais. chinois, coréens et Moi, je suis tombé sur la seule, taïwanais. je suis dans la seule école où tous les Asiatiques ils parlent super bien anglais. Ouais, la majorité ne parlait pas Alors, je anglais. pense que ouais, Charles, t'es vraiment une exception parce que nous aussi, donc à l'école Toshin, hein, il y a une grande majorité d'Asiatiques, très peu parlent anglais. Hein, voilà, ils parlent tous leur langue. Ah ouais, d'accord. Japonais. Bon, après,
il y a un petit point où là, il va falloir, et je pense que c'est plus en expérience personnelle, de vous accrocher. C'est que, notamment quand il y a beaucoup d'étudiants chinois ou de coréens, il faut bosser parce que les Chinois, faut pas oublier qu'ils connaissent déjà les kanji, donc ils ont un peu d'avance sur ça. Et les Et les Coréens, Coréens, c'est un peu la même grammaire, donc ils ont un peu d'avance sur ça. Et puis surtout, les Coréens sont des bosseurs, hein. Beaucoup plus que les Chinois. Le cliché qu'on a du Chinois bosseur, en fait, c'est les Coréens qui, chez nous, en tout cas dans notre école, qui trustent les premières places et qui ont leur JLPT1 en un an, quoi. Voilà. Ils ont vraiment une facilité avec le japonais qui est déconcertante pour certains Français. Mais voilà, il ne faut pas se décourager de toute façon. On sait qu'il y a des différences. enfin, je sais par exemple que dans mon école, on démarre en débutant 1, on doit être toutes les classes, on doit être 7-8 français. Quand tu arrives en niveau avancé 3, il y a une française qui reste. Voilà, bah nous c'est pareil avec le Tokyo aussi. Hein, c'est-à-dire on a très peu de Français dans les classes qui sont supérieurs justement. Niveau JLPT1, JLPT2, ça commence à avoir moins de Français en fait, justement. Quoi. Ouais, justement, on a une question d'une future élève, justement, Akina de Princesse, qui demande une question avec le JLPT2 ou 1, est-ce que ça nous ouvre les portes sur la traduction, le tourisme, etc., des métiers avec la langue japonaise? Alors je dirais que plus même que ouvrir des portes, en fait, c'est un indispensable, hein, déjà. Si on va être dans la traduction ou même dans le tourisme de haut niveau, hein, je veux dire, ouais, un JLPT2 minimum, c'est quand même un minimum en fait à avoir. Hein. Donc plus que ouvrir des portes, c'est une obligation, je pense. Hein, vraiment. D'accord, on a une autre question. C'est quoi la meilleure école de japonais à Tokyo? Ça, je pense que tu es d'accord avec nous, peut-être pour dire. Je pourrais pas répondre objectivement à cette question. Mais... J'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de meilleure école en soi. Voilà. En fait, il y a des très bonnes écoles et il y en a des très mauvaises. Et voilà, le principe, c'est de faire le tri dans les très mauvaises, justement, ne pas choisir les très mauvaises et de prendre. Est-ce que l'école mon école dont je t'ai donné le nom, est-ce qu'elle est très mauvaise? Non, justement, celle dont tu m'as donné le nom, justement, est dans le haut du panier. Voilà, comme je dis, il y en a 3-4 à Tokyo qui sont dans le haut et la tienne est dans le haut, justement. Ok, bon, je pense qu'il faut différencier les écoles par leur méthode d'apprentissage. C'est-à-dire que est-ce qu'on te fait baigner dans une culture 100% japonaise ou est-ce qu'on t'apprend tout, par exemple, en anglais ou en français? C'est là que ça va faire, la sacrée différence, je pense. Tout à fait, comme il y a aussi des écoles de langue qui sont plus tournées vers faire des petites excursions, visiter le Japon en même temps, voilà, des trucs un peu fun, quoi, comme on peut dire. Il y a les écoles plus sérieuses, celles qui sont pour les gens qui veulent passer le JLPT, qui veulent un objectif professionnel et qui veulent aussi passer à l'université. Voilà, et ça c'est aussi une différence entre certaines écoles de langue qui sont plus sur les loisirs et d'autres plus centrées sur les études pures et dures. Voilà. Donc ça dépend du projet aussi. On avait une question au tout début sur le budget. Onizuka Baka demandait, je voulais savoir quel est le budget pour 2 ans d'études au Japon. Alors le budget, j'imagine, pour les frais de scolarité, j'imagine. C'est ça? Avant ça, il y avait une question sur les frais de scolarité. Ouais, je regarde si je ne me trompe pas. En sachant que la majorité des écoles au Japon, c'est à peu près les mêmes tarifs. Le coût pour une année, seulement dans les grandes villes, Tokyo, etc. Alors en fait, moi je vais être un peu embêtant là. Parce qu'en fait, voilà, sur les tarifs, en fait, ça dépend du visa que la personne prend. Voilà, si elle veut un visa étudiant ou si elle vient en visa working holiday, ça va être totalement différent, le prix. Et là, je parle pour notre école à nous. Hein. Pour les autres, généralement, c'est le même prix qu'un pour un visa étudiant, pour un visa working holiday. Mais nous, il y a vraiment 1500 € de différence entre les deux. Donc c'est quand même non négligeable. Alors pour un visa étudiant d'1 an et 1 an de frais de scolarité, on est sur 728 000 yens. Donc pour ceux à qui le yen parle pas trop, j'ai fait le taux ce matin là. La conversion, ça fait 4 920 €. Oh, c'est pas cher. Non, ça va, ouais. Sachant que le yen est l'euro est à 146, je crois, c'est ça. Ouais, bah pour info, mon école, c'est à 6 800 € par an. Voilà, donc c'est des écoles qui sont un peu plus chères. Généralement, nous, c'est vers le minimum. Je veux dire, il n'y a pas moins que 728 000 à Tokyo. Voilà. Et pour une année en working holiday, c'est 3 200 €. Voilà. Donc là aussi, selon le visa, ça change beaucoup quand même. Ça change par le visa, quoi, parce que oui, c'est ça. Voilà, il y a une différence. Faut que le visa il se fasse aussi. Voilà, le visa working holiday, il se fait à l'ambassade de France, l'ambassade du Japon en France. Tandis que voilà, le visa étudiant, ça se fait à l'immigration au Japon. Donc c'est une autre histoire, on en reparlera, je pense, par la suite, hein, parce que c'est aussi un... On viendra. On a une question, on a Tsuki qui demande, hello les gars, j'apprends le gars depuis 5-6 ans en autodidacte et pour me perfectionner, j'ai pensé à aller en LEA, anglais Japon. Est-ce que vous avez une expérience là-dedans, vous recommandez? Alors moi par contre, LEA, ça me parle pas du tout.
Maxime, c'est à peu près. Oui, alors moi je connais un peu la filière, alors moi je déconseille cette filière, très franchement, pour une simple et bonne raison, c'est que voilà, en fait, vous allez apprendre très peu de vous aurez un niveau de japonais très moyen finalement au final, un bon niveau d'anglais et vous allez finalement vous disperser dans les compétences sans forcément vous spécialiser dans quelque chose qui est intéressant. Donc la filière LEA, nous, je me rappelle, on était en concurrence avec cette filière-là et je crois que ça s'est assez mal passé pour la plupart des gens qui ont continué dans justement jusqu'en master en LEA, quoi. Ils n'ont pas réussi vraiment à se différencier des gens qui étaient spécialisés dans le japonais, quoi. D'accord, ouais. Voilà. Donc non, LEA, moi je déconseille. Franchement, je déconseille parce que c'est voilà, à trop se disperser finalement, on se spécialise pas assez et les gens avaient un niveau de japonais très médiocre finalement même à la fin, quoi. Moi, j'ai souvent vu des personnes venir au Japon avec un niveau de licence LEA, justement, donc en japonais. Et Ouais. je les vois souvent derrière, soit en des visas ou en visa étudiant, et ils reprennent avant le niveau JLPT3 les cours aussi, parce que Voilà. C'est quand même voilà, c'est quand même hallucinant, quand même, hein. Ouais. parce que moi, en un an d'études à Tokyo, donc le LEA, la licence, c'est 3 ans. En un an d'études à Tokyo, je me suis retrouvé à naviguer entre le GLPT3 et le GLPT2, Oui, c'est ça. grosso modo. Moi pareil, là, ça va faire un an, là, normalement, je suis censé passer le 2, là. En fait, Voilà. j'ai pas suffisamment bossé pour passer le 2. Mais je pense que je passe le 300 pour le moment. Alors, quand je vois que les gens apprennent pendant 3 ans en France et ils arrivent Ouais. à niveau 3, c'est un peu. Je pense que c'est un peu frustrant. Mais je pense que c'est intéressant parce que moi je me rappelle aussi que je vais pas faire le gros bras, hein, moi quand j'avais ma licence, que je me suis retrouvé au Japon, un truc simple de tous les jours, il y a des mots que je savais, des phrases, je me rendais compte que je savais pas dire. Je savais dire par exemple, pareil comme Charles, la fermentation du soja, mais des phrases de la vie de tous les jours, voilà, qui sont super importantes à dire et qui, voilà, je savais pas les dire. Et j'ai appris beaucoup plus en un an d'échange universitaire au Japon qu'en 3 ans de japonais. Et surtout, 4 quand ans. tu débarques ici, même un japonais qui parle en japonais, ça n'a rien à voir avec un professeur, ça surprend quoi qu'il arrive, quoi. C'est complètement, ça n'a rien à voir, ça va plus vite, Exactement. c'est un ton différent, il est pas là il parle pas pour que tu comprennes, il parle parce qu'il pense que tu parles japonais, quoi. Donc c'est très différent, quoi. Voilà, aussi, exactement. Ouais, mais on a Chuki qui avait posé la question qui dit c'est exactement ce qu'on m'a dit, donc ça confirme ce qu'elle pensait. Donc, c'est bon, on a répondu à tous. D'accord, bon, parce que j'ai pas fait de bourde alors ça va. J'ai confirmé. Alors, on a une question sur le GLPT. Alors, à quelle périodicité a eu lieu le concours de GLPT? J'ai vu sur internet que c'est une fois par an. Est-ce que ça a eu lieu début décembre? Y a-t-il d'autres moyens de le passer? Alors en France, c'est une fois par an, hein, voilà. Je pense que Par c'est contre, pas mal. par contre, au Japon, c'est 2 fois par an, hein. 2 fois par an dans toutes les régions du Japon, ce qui est super. Et c'est les premiers dimanches de décembre et de juillet. Voilà, Yes. le premier dimanche de décembre et de juillet. Voilà, en France, après, il me semble qu'ils ont agrandi la zone, hein, à Paris et à Lyon, c'est ça? Ou à Paris-Marseille? Il me semble, oui, c'est quelque chose comme ça. Les deux Et- 3 grosses villes, ça pèse. D'accord, c'est ça. Et c'est qu'au mois de décembre, je crois, en France, hein. Voilà. Je ne me trompe pas, ouais. Et les inscriptions ne se font qu'en ligne essentiellement. Il y a le site du GLPT. Voilà, quoi. D'accord. En général, pour ceux qui viennent au Japon, c'est simple, c'est les écoles qui gèrent, enfin qui proposent de le passer. Et Exactement, c'est les écoles qui gèrent toute l'inscription, qui font toute l'organisation, donc c'est super ça. ça, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est un bon point là-dessus, parce que t'as pas le stress de aller chercher les informations, savoir reposer le dossier et tout. Et... Oui, tout à fait. Et puis nous, on a de la chance d'avoir ça en France, parce que moi, j'avais des étudiants suédois à un moment dans ma fac, voilà, quand j'étais au Okinawa, et eux, ils devaient aller au Danemark pour passer le GLPT. Voilà. Ah ouais, en fait, Et voilà, il y a des pays où on peut pas du tout le passer, hein, donc voilà, on a beaucoup de chance en France quand même d'avoir 2 villes où on peut le passer une fois par an. on avait une question, alors attention, c'est assez large. C'est Eduardo qui demande est-ce qu'il y a une différence entre école Tokyo et école Tokyo et école Kyoto? Alors, est-ce qu'il y a une réelle différence entre les deux? Là, c'est Voilà. large, donc on va prendre un café. La grande différence, c'est la ville en fait. C'est Ouais. la ville. C'est-à-dire qu'en fait que voilà, c'est 2 villes très différentes en fait, hein. Vous avez eu l'occasion d'y aller, je pense, tous les deux aussi. Yes, Ouais, on a fait les deux villes. Ouais. Alors, c'est une différence d'affinité. Moi, comme je dis, Tokyo, c'est une nébuleuse, quoi. Ça va à 100 à l'heure. Voilà, c'est une nébuleuse. Alors que Kyoto, c'est une ville à plus à taille humaine, je dirais, qui prend son temps. Donc ça dépend. Si on préfère le côté plus traditionnel, plus contemplatif, on ira choisir Kyoto.
Puis si on veut un rythme de vie un peu plus, un peu plus rythmé, un peu plus futuriste aussi, je dirais, un peu plus pop, hein, on va dire, on choisira Tokyo. Mais dans l'apprentissage du japonais, ça reviendra au même de toute façon. Voilà, c'est plus dans les affinités qu'on peut avoir avec le Japon, je dirais, et sa culture. Et je pense que on va peut-être essayer un peu de rester là-dessus. Ouais. Sur le sujet des villes où apprendre le japonais. On a parlé des deux principales. Voilà, il y a une école à Tokyo. Il y a Tokyo et Kyoto qui sont les deux villes qui sont très généralement ciblées par les étudiants et tout. Moi, je pense que c'est nous sur la motivation des gens, quoi, parce que quand tu viens dans une ville qui te plaît plus, t'as plus tendance à vouloir apprendre que. Oui, tout à fait. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que les gens peuvent choisir la ville aussi par rapport à leur budget. C'est-à-dire que nous, par exemple, là, je vais faire le gros teaser, une annonce, exclu mon père. Mettez. Attends, laisse-moi le faire lancer. Des centaines de milliers d'internautes là. Vas-y, on se fait un petit teaser et tout genre. Attention les amis, Maxime va vous annoncer un gros teaser. À toi Maxime. Donc je vais teaser, hein, c'est-à-dire qu'en fait d'ici le mois de mars en fait, on sera en plus d'école Kyoto et école Tokyo, de vous annoncer une école à Okinawa. Voilà, pour ceux qui aiment la mer. Je crois qu'il y a des très bons articles sur ton blog à Ala, sur Okinawa, ton expérience là-bas. Voilà, et l'autre école, donc les deux extrêmes, à Okinawa, et l'autre à Hokkaido, donc à Sapporo, dans l'île de Hokkaido tout au nord. Ça c'est cool, hein. Vous pouvez manger du crabe. Plus de choix, des tarifs différents, aussi des formules différentes. Je pense que ça peut convenir maintenant à toutes les bourses, à toutes les envies, à toutes les affinités, à tous les types d'affinités que vous pouvez avoir avec la culture japonaise en général, vu que ça change vraiment d'une région à l'autre. Surtout que c'est des villes qui sont, on va dire, en termes de mode de vie, totalement à l'opposé. Entre Tokyo, la nébuleuse, Kyoto, la plus traditionnelle, Okinawa, c'est vraiment. Oui, voilà. C'est Sex and Sun. Et Hokkaido, c'est la froide là-bas. Je reviens de Hokkaido justement la semaine dernière. Croyez-moi, pour les Français qui vont venir les premiers, vous serez vraiment les seuls Français. Donc ceux qui veulent vraiment s'isoler, c'est le bon moment, parce qu'il y a vraiment, pour l'instant, aucun étudiant français. Je touche du bois parce que on sait jamais, hein, mais étudiant français à Hokkaido et à Okinawa. Donc vous serez les premiers. Vous allez envahir tout le Japon finalement, comme maintenant. C'est pas mal Okinawa et Hokkaido, parce qu'en général, c'est pas trop proposé. On retrouve beaucoup d'écoles entre Tokyo, Kyoto, Osaka, les grosses villes centrales sur l'île de Honshu. Mais c'est rare que les gens pensent justement à cibler des villes comme Okinawa ou Osaka, ou Sapporo, alors que je trouve que c'est des villes qui ont beaucoup à offrir et qui ont vraiment autre chose, quoi. C'est un autre Japon, je dirais. Pas celui qu'on voit tous les jours à la télé ou quoi que ce soit. Ouais, puis c'est quand même une super expérience de pouvoir étudier un an dans une autre région qui est peu connue finalement. Et ça, c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Moi, je t'avoue que dans mon école, je dirais comment dire, dans le quartier même où il y a mon école, il y a énormément d'autres universités, etc. Donc t'as beaucoup d'étrangers, etc. Donc comment dire. Des fois, j'aimerais bien être un peu plus isolé. C'est vrai que si j'avais su peut-être à Okinawa, ça aurait pu être sympa. Ça. Okinawa, j'aurais essayé direct. Lui, il a envie d'habiter à Okinawa. Moi, je veux ça. Là, il aime beaucoup Okinawa, ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'être isolé à Tokyo en tant qu'étranger, c'est quand même difficile. Ça devient de plus en plus difficile. Ah, c'est vrai. Okinawa, moi, je vous recommande Okinawa. Ala a recommandé Okinawa. Ouais, non, mais c'est vrai qu'Okinawa, c'est super sympa. Moi, j'y ai passé un an aussi. Et c'était une année extraordinaire aussi, super enrichissante pour moi. Un autre style de vie, un autre style de Japon. Hein. Un Japon qui... on a la Okinawa Time, comme on dit, hein, c'est-à-dire un peu comme le quart d'heure toulousain, c'est-à-dire qu'on va moins vite, hein, vraiment. On prend son temps. C'est ça, on a juste une question, quelqu'un qui demande si on peut cumuler... Onizuka Baka qui demande, je voulais savoir si on pouvait aller à l'école Tokyo en PVT d'abord, puis après revenir en visa étudiant. On peut cumuler, bien sûr. Ouais, alors c'est vrai, il n'y a pas de problème, vous pouvez très bien cumuler, c'est-à-dire, et sans rentrer en France, hein, ce qui est bien aussi, si vous préparez votre dossier, pas besoin de rentrer en France, on peut changer le statut directement au Japon. Ah, voilà. Super. Okay. Donc pas besoin de se prendre la tête, tu viens, tu fais ton PVT, et après tu reviens en étudiant. Par contre, le contraire, il faut rentrer en France, voilà. Si c'est le contraire, si on commence par un visa étudiant et un PVT, voilà. Ouais, donc vaut mieux commencer par le PVT, au moins t'es tranquille, t'as pas besoin de rentrer. Après t'es là pour un peu de temps. Ouais. Bah, disons que ça dépend en fait justement, là je pense que c'est aussi un débat qu'il faut ouvrir, mettre sur la table, voilà, jeter une pierre dans l'eau, comme diraient nos politiques. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de faire justement un visa étudiant en premier, pour apprendre le japonais, avoir un bon niveau de japonais et faire un PVT ensuite pour utiliser son expérience du japonais pour pouvoir travailler au Japon, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vrai que c'est un peu un joker le PVT finalement.
c'est une carte qu'on va battre au dernier moment, quoi. Voilà. Donc, je suis d'accord avec toi là-dessus. Sur ça, je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. C'est-à-dire que tu viens ici, surtout pour ceux qui parlent pas du tout le japonais, qui n'ont aucune base, il vaut mieux l'apprendre, prendre son temps pour l'apprendre et avoir des très bonnes bases derrière, et utiliser le PVT pour trouver un travail qui, lui, va permettre sur le moyen long terme de rester au Japon. exactement. Donc, faire le sens inverse parce que, en général, quand on est en visa étudiant, bah, déjà d'une, il faut faire une demande de dérogation pour pouvoir travailler 28 heures par semaine. Et bah, quand on est étudiant, on va pas faire non plus un grand boulot, quoi. Avec des Et petits non. boulots par là. Et on n'a pas trop de temps non plus parce qu'il faut travailler les cours et tout. Donc, Et je puis pense vous que avez quand parlé même, du PVT voilà, là. Ouais, ouais, ouais. Vous avez parlé du PVT la semaine dernière. Je pense que voilà, c'est un tremplin aussi vers d'autres choses plus intéressantes, hein. Il y en a beaucoup qui ont commencé avec un PVT qui sont restés au Japon ensuite, hein. Enfin, beaucoup. Il y en a, quoi. Voilà. Il y en a. Il y a encore Chuki qui a une très bonne question. Elle demande est-ce que les prix pour Okinawa, par exemple à Okinawa, est-ce que ça sera inférieur à Tokyo? Elle dit un ordre d'idée à peu près pour 6 mois. Est-ce que tu peux répondre? Alors ouais, ouais, alors j'ai un ordre d'idée, notamment pour Hokkaido, pour Okinawa, oui. Alors pour Sapporo, ce sera à peu près 100 000 yens de moins. Donc 100 000 yens de moins, ça veut dire qu'on est sur, voilà, on est sur 800 euros de moins, quand même. Pour un an, hein. Sur 800, donc 800 euros de moins. Et sur Okinawa, je crois que c'est pareil, hein, on est sur 500 euros de moins à peu près. Puis sans parler du coût de la vie qui est beaucoup moins cher à Okinawa qu'à Tokyo, hein. justement, c'est ce que j'allais dire, parce que là, c'est les tarifs de l'école. Mais après, derrière, tu as le coût de la vie. Parce qu'un loyer à Tokyo, tu peux louer 2 appartements. J'abuse un peu, mais tu peux louer Une maison. 2 appartements à Okinawa ou à Sapporo. Ah non, mais c'est tout à fait ça, là, vraiment. Non, vraiment, je suis là, je connais un peu Okinawa pour y avoir été justement plusieurs mois, quoi, et c'est vraiment ça, ouais, t'as raison. Tu n'exagères même pas, en fait. Donc, moi, je pense que c'est bien de, même si ce serait à peu près le même tarif ou quelque chose comme ça, les écoles à Okinawa et Sapporo, faut pas oublier le coût de la vie. Donc, bah, t'as le logement qui est moins cher. Les transports, ça reste à peu près pareil en général. Si je me trompe pas, la nourriture, ce genre de choses, c'est un peu moins cher même dans ces régions-là. Ouais, c'est un peu moins cher. Il y a des supermarchés à Okinawa qui sont mais à des prix, mais c'est ridicule, en fait, hein. C'est vraiment au milieu de Tokyo, en fait, hein. Je serais un peu plus contrasté pour Hokkaido, Sapporo. Les prix sont peut-être les mêmes au niveau de la nourriture et du transport. Mais le logement est beaucoup moins cher aussi. Voilà, c'est pareil, hein. Ici, vous, c'est pareil, vous vivez à Tokyo, vous savez que le logement est extrêmement cher ici, hein. Il est extrêmement cher. Ouais, il faut. Donc, ouais, je pense que Okinawa ou Sapporo, ça peut être bien pour ceux qui ont un budget un peu moindre comparé à. Exactement. Et c'est pour ça qu'on l'a fait, en fait, justement, c'était une demande des étudiants, mais aussi pouvoir proposer pour toutes les bourses. Voilà, que tout le monde puisse pouvoir partir au Japon aussi. Ouais. Voilà, parce que c'est pas forcément aussi, accessible à tous. Voilà. On a une question d'une de tes futurs élèves. J'aimerais faire LLCE japonais et ensuite rentrer dans une école de traduction, car le CIO m'a dit que c'était nécessaire si on voulait faire de la traduction. Et elle se demande si le JLPT1 ne suffit pas à lui seul. Alors, moi, je dirais qu'il faut pas forcément avoir une formation universitaire pour normalement faire une école de traduction. Après, faut voir les écoles de trad. Il faut leur envoyer un mail pour demander est-ce que vous pouvez en fait faire des équivalences avec un JLPT1 au lieu d'une licence de japonais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que voilà, est-ce qu'on peut accéder finalement à cette formation sans avoir un diplôme universitaire français? Ouais. Certaines écoles privées le font, je pense. Les écoles publiques de traduction, je pense pas. Par contre, voilà, donc il faut envoyer un mail avant, mais autrement, c'est pas du tout une obligation de faire au niveau du japonais, je veux dire, apprendre le japonais à la fac en France. Si vous avez le GLPT indirect, c'est encore une voie plus royale, hein. Par contre, voilà, pareil aussi, si vous voulez faire du japonais au Japon et que vous avez un GLPT2, par exemple, vous pouvez rentrer directement en licence 2 de japonais à la fac, ou en licence 3 même. Voilà, sans vous taper en fait les 2 années supplémentaires à faire. Donc dans tous les cas, avoir un GLPT, c'est vraiment un avantage certain, hein. Voilà. D'accord. Il y a une question qui passe. Y aura-t-il aussi des offres école logement pour Okinawa? Alors oui, on va le faire aussi. Ouais. On va le faire et surtout on va mettre en avant surtout aussi les petits séjours de 3 mois parce que c'est super bien de pouvoir passer un été à Okinawa aussi. Ouais, Voilà, parce qu'un hiver à Okinawa, bon c'est sympa, mais un été c'est encore mieux, quoi. Donc bon, Bah tiens, justement, ça c'est une formule auquel il y en a certains qui pensent certainement, notamment ceux qui sont limités un peu en termes de budget, c'est venir étudier le japonais en été pour 3 mois. Ou 1 mois ou 2 mois, enfin des cours d'été de
de japonais. Je sais que ça se fait pas mal et vous avez une offre, si je ne me trompe pas, sur École Pléto pour ça. Oui, oui, oui. Vous Tout à fait, expliquez ouais. pourquoi? Oui, alors pour nous, on a une offre de cours d'été à Kyoto, voilà, tout à fait, qui se passe entre mi-juillet et mi-août, avec en famille d'accueil ou en appartement, voilà. Mhm. Et donc, voilà, ça permet, en fait, comme je disais, il y avait deux types d'écoles de langue. Il y a les écoles de langue qui mettent plus l'accent sur les loisirs et d'autres sur l'enseignement. Là, ce qui est bien, c'est qu'on apprend le japonais le matin et l'après-midi, on fait des activités culturelles, voilà, pour aussi découvrir la culture japonaise en même temps. Donc ça, c'est On va... pour l'été, c'est ça. Hein. Pardon? C'est pour les cours d'été, ça. Les cours d'été, ouais. Seulement pour les cours d'été, voilà. Même si à Kyoto, il y a quand même beaucoup d'activités qui sont faites aussi pour les gens qui restent un an, voilà. Je sais pas si c'est pareil pour ton école, Charles, mais voilà. Mais donc à Kyoto, voilà, c'est ce qui est bien pour les cours d'été, c'est que ça mélange les deux, le culturel, mais aussi les cours de langue pur et dur. Voilà. Ils font ça, nous aussi. Ils font aussi des événements homestay. Voilà, le homestay, donc la famille d'accueil, qui est vraiment une chance, une chance. C'est vraiment une chance de pouvoir faire ça maintenant, ce qui n'était pas possible vraiment il y a 10-15 ans au Japon. Là maintenant, c'est génial, quoi. Et donc ça, c'est pas mal. En plus, en général, quand tu es en famille d'accueil, si je ne me trompe pas, ça te revient un peu moins cher que d'être seul parce que t'as le logement souvent et t'as le petit déjeuner et le dîner qui sont. Exactement. Petit déjeuner, dîner. Ouais. Donc en général, ça revient même moins cher, quoi. Ça revient beaucoup moins cher finalement parce que ça revient à 65 000 yens, je crois, pour le logement, donc nourri, donc le matin et le soir, logé et blanchi aussi, hein, parce qu'ils font la lessive pour toi. Voilà, il y a la... Cool, ouais, donc 65 000 yens, ça fait quoi? Ça fait 450 €, quelque chose comme ça à peu près. Voilà, donc c'est pas forcément grand chose quand on est nourri, logé et qu'on est à 5 minutes de l'école ou à 10 minutes de l'école, quoi. Voilà, donc, pour le Japon, ouais, c'est vraiment rien du tout, quoi. Voilà, c'est bien. Alors malheureusement, on n'a pas ça à Tokyo et ça, je le regrette. On est en train de travailler dessus, mais c'est quand même difficile à Tokyo. Mais à Kyoto, voilà, il y a cette formule-là. Il y aura aussi à Hokkaido, voilà, à Sapporo. Donc, Ouais, donc ça, c'est une formule pour ceux qui veulent s'intégrer plus rapidement et avoir l'opportunité de parler japonais au quotidien, aussi bien à l'école qu'avec la famille. Donc. Tout à fait, tout à fait. Et puis aussi pour rassurer les parents, parce que je sais qu'on a des étudiants qui ont 18-19 ans des fois, ce qui est relativement jeune au Japon. Voilà. Et donc ça rassure les parents aussi de voir. Ouais, d'être un peu en charge. Et on a une question de Warframe qui demande avec la Belgique, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un visa étudiant et non un visa touristique? Je sais qu'il y a encore des débats avec ça entre l'ambassade du Japon et la Belgique. Alors le son a coupé, alors je vais. Alors, excuse-moi, donc pour la Belgique, ouais, je vais le lire sur le live. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un visa étudiant ou un visa touristique? Donc est-ce que vous faites des visas étudiants? D'accord. Alors en fait, bah oui, tout à fait. En fait, on fait pour les francophones, nous. Donc, ouais, Belgique et Suisse inclus. On a beaucoup d'étudiants belges, hein. Cette année on en a eu pas mal d'ailleurs justement. Donc ouais, alors eux ils n'ont pas accès au Working Holiday, malheureusement, pas encore. Ils n'ont pas accès au PVT, hein. Mais le visa étudiant c'est possible. Aucun problème. On a une question, peut-on envisager d'être étudiant et travailler en parallèle? Oui, alors on va parler un peu plus tard. Ouais, mais on peut travailler en parallèle. Tu peux travailler en fait grosso modo maximum 28 heures. 28 heures. Mais quand tu fais ta demande de visa étudiant, il faut faire une demande de dérogation pour obtenir le droit de travailler. Ouais. Parce que le droit de travailler n'est pas donné tout de suite en fait. Non, mais alors par contre là la règle a changé. Voilà. Pour actualiser le truc, c'est-à-dire que maintenant on peut travailler 28 heures et c'est un peu comme vous savez les cartes de résident. À un moment il fallait, on nous donnait la carte de résident au Japon quand on allait à la mairie à l'époque. Vous savez il y a 3-4 ans, 5 ans. Maintenant voilà, dès qu'on arrive avec son visa étudiant à l'aéroport et qu'on a rempli le papier au préalable, on peut avoir le permis de travail directement à l'aéroport. Il le donne maintenant à l'aéroport alors. Parce que moi, voilà, il le donne à l'aéroport directement. Mais en fait c'est tout récent, c'est tout récent donc voilà. En janvier, moi, il me le donnait à l'immigration. C'était moi qui choisissais à l'immigration si je voulais travailler ou pas. Ouais. Maintenant, on peut faire ça. Hein. Dans tous les cas, je te conseille de dire oui, tu peux travailler. Quoi. Comme ça, quoi qu'il arrive, même si tu penses pas travailler. Moi, je fais pas de baito, mais j'ai quand même pris le truc au cas où. Comme ça, si ça m'arrive de travailler. Voilà, ça me paraît important de préciser en fait que oui, alors c'est pas comme le PVT, hein. C'est-à-dire qu'on peut travailler en plus des cours, mais pas à la place des cours. Voilà, c'est-à-dire que c'est un visa d'études à l'origine et ceux qui travaillent pendant les heures de cours peuvent avoir certains problèmes avec. Justement, c'est important. Si tu peux me confirmer, si t'es pas présent à 80% des cours, tu peux avoir des soucis.
Voilà, on en parlera, ça je pense, c'est un des débats de la fin, mais voilà, l'immigration japonaise, il faudra faire de toute façon un sujet là-dessus, un sujet là-dessus pendant ce live, hein, Ouais. voilà, parce que ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur les règles du visa étudiant, qui est un visa particulier par rapport au PVT. Hein. Écoute, vas-y, Justement, on va on va parler parler du visa étudiant, ouais, justement. comme ça, on est dans le, Comme ça, dans le on sujet. est dans le sujet et on y va, comment les procédures à faire. Voilà, donc je pense que je vais parler des points importants. Ce qu'il faut savoir déjà, le visa étudiant, c'est qu'il faut le demander 5 mois, voire 4 à 5 mois à l'avance. Ouais. Parce qu'il y a des dates limites à respecter de remise des dossiers, il y a des dates avec l'immigration à respecter. Voilà. Donc ça se constitue d'un dossier à remplir, qui est long selon les personnes voilà, qui vont le remplir. Il y a aussi des papiers à demander, je vais faire la liste tout à l'heure, je pense. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 prérequis. Très important à garder en mémoire, c'est qu'il faut au moins un niveau bac à lauréat. Alors quand je dis baccalauréat, ça ne veut pas dire forcément avoir le bac, mais avoir 12 années d'études. 12 années d'études validées. Redoublement n'étant pas compris à l'intérieur. Donc du CP jusqu'à la terminale, et là je parle pour les Français, pour les Belges, on verra après, mais du CP à la terminale, il faut au moins être allé jusqu'en terminale, même si on n'a pas le bac. Ceux qui ont choisi BEP ou ce genre de choses-là. Pas de BEP, bac pro seulement. Voilà. Donc il faut avoir 12 années d'études, peu importe la filière. Voilà, on peut aussi avoir avec une filière professionnelle un visa étudiant, mais donc bac pro uniquement. Et le deuxième point qui fait aussi débat, alors c'est qu'il faut pouvoir prouver aussi d'une autonomie financière par ses garants, un garant ou soi-même, qui est en ce moment 16 000 euros. Donc il faut pouvoir montrer qu'on a au moins 16 000 euros sur son compte en banque. Donc pas à donner, mais juste à montrer une preuve qu'on les a pour pouvoir avoir accès à la demande de visa étudiant. Alors je vais rassurer aussi les gens qui n'ont pas 16 000 euros. S'ils ont leur garant père ou mère qui gagne au minimum 30 000 euros par an, ils peuvent quand même avoir accès quand même au visa étudiant. Voilà. Mais ça me paraît quand même important de préciser ça parce que voilà, c'est quand même une réalité. Hein, pour avoir un visa étudiant, il faut avoir cumulé 12 années d'études et avoir une garantie financière derrière. D'accord. Voilà. Grosso modo, c'est pas laisser n'importe qui venir et qui se retrouve sans les moyens financiers pour pouvoir vivre au Japon. C'est exactement ça, parce que c'est ce qui se passe de temps en temps quand même. Hein. L'ambassade accueille souvent des gens qui se retrouvent sans argent et dans une situation pas trop convenable au Japon. Hein. Et donc voilà, ils font attention à ça. Et puis surtout là, vous connaissez le Japon et l'immigration, ils choisissent quand même leur immigration. Et pour une immigration d'études, ils font aussi attention à sélectionner les profils. Voilà. Ouais, parce que c'est un peu logique, hein, parce que si tu viens au Japon, tu as fait 10 000 km, et au bout de 2 mois, tu n'as plus d'argent, tu es un peu dans la merde. Et c'est ça. Ouais, il y a un peu de ça, donc c'est pour ça que voilà, c'est un élément à prendre en compte. Hein. Tant qu'on est un peu sur l'aspect financier, donc avoir un garant, enfin, on a compris donc à peu près 16 000 euros ou que les parents, le garant du moins, aient des revenus suffisants. 2 questions. Est-ce que le garant, ça doit être un parent proche ou pas, déjà d'une? Et de 2, la deuxième question, j'ai oublié. Vas-y, parle déjà sur cette question. D'accord, la première question, c'est une très bonne question. J'allais y venir justement, donc tu vois, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Donc oui, que ce soit de préférence un parent proche, et quand je dis proche, c'est très proche, c'est-à-dire que ce soit le père ou la mère. Voilà. Ouais. Parce que si c'est pas le père ou la mère, il va falloir que vous justifiez le fait que ce soit pas le père et la mère. Ouais. Voilà. Par une lettre et par des arguments qui sont quand même solides. Si c'est juste, voilà, parce que je m'entends mieux avec mon cousin, non, ça marchera pas. Il faut qu'il y ait vraiment une raison derrière qui fait que les parents peuvent pas se porter garant pour votre projet. Voilà. Sachant que ça reste des informations confidentielles. Hein. S'il y a eu un décès des parents ou n'importe quoi, que vous êtes, voilà, il peut y avoir plusieurs raisons personnelles. Ça reste confidentiel avec l'immigration japonaise. Mais il faut expliquer le fait que voilà, les parents ne se portent pas garant. Voilà. Aussi, troisième voie aussi, on peut se porter garant pour son propre projet. Hein. Nous, 50% des étudiants sont des salariés, hein, des gens qui travaillent en France et qui peuvent se porter garant parce qu'ils ont la somme suffisante. Ils ont travaillé en France et ils peuvent assumer leur projet tout seuls. Voilà. Après, c'est un peu ce que j'ai fait. Voilà, c'est ce que tu as fait. Hein. Je suis arrivé et j'ai montré aussi bien mes revenus que mes économies. Et j'avais pris un crédit étudiant, un prêt étudiant en France. Un super bon taux, 2%, voilà. Et ça m'a permis de compenser ce que j'avais pas et j'ai eu mon visa sans aucun problème. Bah voilà. Donc 50% des étudiants font ça aussi. Ouais. Par contre, il faut prouver par un certificat bancaire, voilà, ou un certificat de travail qu'on a eu une activité rémunérée. Voilà. C'est ça. Pour pouvoir prouver tout ça, quoi. Voilà.
En fait, voilà, le jeu avec l'immigration, c'est toujours voilà, la preuve, prouver finalement vos intentions, quoi. C'est tout simplement ça, quoi. Ouais. On avait quelqu'un qui avait demandé, juste pour revenir sur l'école qui va ouvrir à Okinawa, il demandait où est-ce qu'on peut avoir les informations, mais techniquement, on ne peut pas les avoir tout de suite, ça, il n'y a pas de Non, secret. alors voilà, je vais encore lancer une exclue encore. Voilà. Je suis généreux aujourd'hui. Hein. Lance-nous donc. Donc, en fait, voilà, on s'est dit qu'au lieu de faire un autre site, école Tokyo, école Kyoto, école Okinawa, école Sapporo, on allait tout regrouper en un seul site. Voilà. Et donc, ce grand site général où vous allez pouvoir trouver toutes les infos pour toutes les écoles, les comparatifs, tout ce qu'il faut. Il y aura de la vidéo, de la photo. Voilà, un grand site, voilà, qui va être lancé, je pense, début février. Voilà, début février, on aura de quoi, voilà, vous en parler très prochainement, début février. Ok, bon, bah, il vous restera plus qu'à attendre début février pour ceux qui veulent aller à. Voilà, fin janvier, début février. Voilà. Tu disais qu'il y a des dates limites 4-5 mois. Donc, en général, les rentrées, c'est janvier, avril, juillet et octobre. Hein, c'est ça pour toutes les Alors, sessions. ça dépend des écoles. Nous, on a la chance, voilà, d'avoir 4 rentrées qui sont, comme tu l'as dit, janvier, donc avril, juillet et octobre. Voilà, c'est ça. Donc 4 mois avant, il faut faire sa démarche 4 à 5 mois avant. Pour être sûr de pouvoir rentrer. Donc, si vous voulez rentrer, par exemple, disons en octobre de l'année prochaine, donc octobre 2015, il faut faire ça, donc septembre, août, juillet, avant juin. En fait, j'ai un exemple carrément plus parlant. Voilà, et ceux qui veulent rentrer en juillet, donc prochaine demande de visa, c'est date limite pour renvoyer les dossiers au Japon le 12 mars. Ouais. Et pour une réponse de l'immigration le 29 mai. Donc, vous voyez, 12 mars, début des cours en juillet, on est sur un rapport de 4 mois. Hein, donc voilà, c'est Ouais. ça. Hein. Ça passe super vite. Moi, je me rappelle quand j'avais postulé, c'était pour commencer en octobre. Il fallait que je réponde en mai à l'époque. Et j'avais la réponse de l'immigration en août. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, tout à fait. Non, c'est ça, donc il faut s'y prendre longtemps à l'avance et on a beaucoup d'étudiants déçus qui ne savaient pas cette règle, qui est fatale, hein, parce qu'on rate la date limite, c'est fini. Hein. Donc il faut attendre 4 mois supplémentaires. Donc faire attention à ça. C'est la première cause de gens qui ratent leur demande de visa étudiant. Voilà. Ouais, donc faites attention aux dates limites de dépôt de dossier, quoi. Tout à fait. Yes. Ok. Autre chose à ajouter sur la demande de visa étudiant? Oui, alors qu'est-ce que je vais ajouter encore? Bah, je pense que. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Bah non, bah voilà, vous avez la chance d'être français, ce qui est une chance parce que voilà, les Occidentaux sont encore ils sont encore assez permissifs, l'immigration japonaise envers les Occidentaux, ce qui n'est pas le cas des étudiants chinois, africains ou voilà de ces pays qui sont plus à risque, on va dire, au niveau de la falsification des documents et compagnie. Donc voilà, vous avez encore la chance pour qui c'est assez permissif. Donc nous, par exemple, à l'école Tokyo, on a réussi à être exempté de certains documents dont le certificat médical. Je ne sais pas si tu as eu à le faire toi là ou toi Charles aussi. Non, pas du tout, moi. Moi, j'ai dû faire un certificat médical. Voilà, et je crois qu'il y a vraiment un scanner des poumons, je crois, non, c'est pas ça? À l'école, ouais, à l'école, ils m'ont fait faire un scanner des poumons. Ouais. Moi, c'est quand j'étais à l'école qu'on Je nous sais l'a pas fait pourquoi, ils ont voulu voir si j'avais un cancer ou un truc du genre. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Donc, pourquoi les- selon les... Ouais. Pourquoi les poumons d'ailleurs Voilà, bah donc, il y a ce genre de choses que pour les Français, ils sont pas encore trop sévères, ils demandent pas encore tout ça pour toutes les écoles. D'accord. Je vais quand même rajouter juste une dernière chose aussi sur le visa étudiant, c'est que vous pouvez aussi, vous avez le droit à 2 ans, 2 années, en tout, voilà, maximum. Hein. Donc voilà, il faut bien calibrer son projet, c'est 2 années d'études en visa étudiant dans des écoles de langue privées. Pas plus, Voilà. pas plus, voilà. Ouais, c'est besoin. Donc, ils n'en pas plus. On peut demander 6 mois aussi, hein, on peut demander 6 mois minimum, voilà. On a quelqu'un qui demandait est-ce qu'avec un bac pro, du coup, enfin, avec un bac pro, qu'est-ce que ça donne par rapport au visa étudiant? Ouais, alors c'est compatible, ouais, parce que Bac Pro c'est 12 années, donc c'est bon. D'accord, c'est identique, ouais. Il faut avoir 12 années d'études sans redoublement, peu importe le diplôme. Sans redoublement et sans avoir cumulé aussi de choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, quelqu'un qui a fait un CAP et après un BEP, ça compte pas, voilà. Oui, parce que c'est au même niveau, en fait. Voilà, exactement, quoi. Donc même l'accumulation de diplômes sur le même niveau ne marche pas. Ouais, donc c'est vraiment 12 années consécutives. Exactement. Sans redoublement. Voilà. Pas sans redoublement, mais redoublement pas pris en compte, on va dire. Voilà, exactement, c'est ça. Ok. On a une question, je crois qu'on y a répondu, non, est-ce que l'école Tokyo a des logements? Non, ça a bougé. Est-ce que l'école Tokyo a des logements qui sont propres à eux ou est-ce qu'ils ont des agences qui permettent, entre guillemets, de loger sans une famille d'accueil? Je sais pas ce qu'on peut la question.
Est-ce que c'est leur propre logement ou est-ce Ouais, que est-ce que voilà, est-ce que c'est c'est en famille d'accueil? Ouais. Alors, oui, alors c'est pas nos propres logements. C'est-à-dire qu'on a des propriétaires avec qui on est en contact et qui nous fournissent des logements, voilà. Par contre, pour les familles d'accueil, on n'en a pas à Tokyo, on n'en a pas du tout pour l'instant, et on essaye de faire bouger les choses pour en obtenir. Peut-être l'année prochaine, c'est possible, mais là, je ferai pas de, voilà, je mettrai pas ma main coupée qu'on aura des familles d'accueil l'année prochaine, mais on essaye, on fait notre possible parce qu'on sait que ça plaît vraiment aux étudiants français en général. Ok. Tu parlais il y a pas longtemps là que le visa étudiant c'était maximum 2 ans. Il y a une question qui passe, on peut faire une année à Okinawa puis une autre à Hokkaido. Est-ce que c'est possible? Alors oui, c'est possible, mais c'est compliqué, mais c'est possible. C'est-à-dire qu'il va falloir que ce soit par contre dans une école une de nos écoles à nous. Parce que si c'est une école à Tokyo à nous et une école à Okinawa qui est d'une autre, qui n'appartient pas à notre groupe, quoi, ça sera pas possible. Tout simplement parce que l'école est propriétaire de votre visa étudiant. Ce qui fait qu'une fois que vous êtes inscrit avec un visa étudiant dans une école, il est très difficile de pouvoir changer d'école. Il faut que les deux parties soient d'accord, que l'immigration soit d'accord aussi. Voilà, donc bien faire attention quand on s'engage dans une école, c'est pour une année, on peut pas changer d'école. Et si vous voulez changer au bout de la première année, il va falloir aussi que ce soit une école qui soit conciliante, voilà, hein. C'est-à-dire que ce soit une école du même groupe, par exemple avec nous, ou alors deux écoles qui s'entendent bien ensemble pour voilà, transférer des étudiants. Parce que c'est vrai qu'il faut une école qui laisse passer un étudiant, qui laisse filer un étudiant, voilà, c'est assez difficile pour eux de se dire je laisse filer à Okinawa alors que c'est moi qui fais son visa étudiant. Voilà. Bah, justement, tu as soulevé un point, c'est que c'est l'école qui est propriétaire du visa étudiant et donc pas l'étudiant. Donc le principe en fait c'est que grosso modo ils sont sponsorisés par l'école. Ouais. Et, ça revient à la question que j'ai oubliée tout à l'heure. En fait, quand C'est un grand-père, hein, il oublie un peu. non, j'ai Alzheimer. Ouais. Comment ça s'appelle? Tout à l'heure on parlait des 80% de taux de présence. Moi je sais que dans l'école où j'étais, grosso modo, tu avais 80% de taux de présence obligatoire. Si tu étais présent entre 70 et 80%, en fait l'école, tu as le droit à 2 années de visa, mais il te donnait que 1 an au début, renouvelable. Donc si tu es présent plus de 80%, l'école te le renouvelle automatiquement, il se charge de tout. Si tu étais présent entre 70 et 80%, tu te démerdais. Et si tu étais présent entre moins de 70%, c'était bye bye. Ouais. Bon bah alors moi moi je vais te dire de ce que je connais dans les écoles qu'on a nous, hein. Ouais. Donc ouais, à Tokyo c'est un peu comme toi là, c'est-à-dire que moins de 80% tu te débrouilles, hein. Voilà. L'école se garante pour faire un visa étudiant à quelqu'un qui était qui peut prouver moins de 80% de présence en cours. Moins de 70, c'est même plus la peine d'espérer que l'immigration te donne un visa étudiant. Comme quand tu as moins de 80% aussi, hein, c'est pas sûr que l'immigration accepte de donner un visa étudiant aussi, ils te refusent. Et plus de 80%, voilà, on peut redemander une prolongation d'une année supplémentaire. Moi, je sais que en tout cas, dans mon école, ils sont assez sévères. Ouais. Bon, dès qu'il y en a qui ratent. Moi, je sais que j'étais malade le trimestre dernier, j'ai raté quelques cours, mais 3-4 jours, et les profs, ils commencent déjà à te dire attention, hein, faut pas que tu fasses trop le con. Et toi, mais tu sais, t'es malade, c'est limite, t'es à l'hôpital et tout. Et en fait, je vais aller plus loin là-dessus, ouais, c'est parce qu'ils ont de la pression, les écoles de l'immigration. Parce qu'on sait, ils doivent fournir des bilans, en fait, des absences des élèves tous les mois. Alors, l'immigration, c'est les écoles qui ont des étudiants qui sèchent souvent les cours. Donc, ils ont la pression aussi d'avoir des sanctions de l'immigration s'ils ont trop d'étudiants qui sèchent les cours. Voilà. Et les sanctions, c'est simple, ça peut être un nombre de visas étudiants par session qui diminue. Ah ouais. C'est ça pour une école. Voilà. Non, mais c'est compréhensible, hein, c'est pas. Moi, je me rappelle, il y avait un cas, et je pense que ça, il faut insister dessus. Si vous prenez une école, allez-y. Enfin, en visa étudiant, allez-y au moins 80%, ne déconnez pas. Moi, il y avait un gars dans mon école qui avait signé pour la session qui commençait en janvier. Ouais. Jusqu'à fin février, il ne se pointait pas. Le mec ne s'est jamais pointé. Donc, il avait visa étudiant d'1 an et tout. L'école a essayé de lui téléphoner, a essayé de lui envoyer des emails, de lui envoyer des courriers et tout. Il ne répondait pas. Donc, concrètement, l'école a lancé une procédure d'expulsion. C'est-à-dire qu'il a perdu son visa et il s'est fait expulser et interdire de territoire. Ouais. Donc, personnellement, c'est une connerie. Faites ça pas. Interdit de territoire. Non, mais exactement. Et puis, en fait, toute sanction pour les gens qui font quelque chose d'illégal avec un visa étudiant, c'est interdiction de territoire et visa étudiant qui est sucré, hein. Donc ils sont vachement, ils rigolent pas du tout avec ça, avec le travail aussi, ils rigolent pas du tout, hein. Donc faites attention à ça, c'est que voilà.
Enfin, ils sont sévères, ils sont pas, ils crient pas dessus, mais voilà, il faut que tu sois présent, il faut que peu importe l'excuse, Mais bon, de toute façon, je vais quand même dire un truc. Quelqu'un qui va payer 5 000 € pour étudier le japonais au Japon, il va venir. Ah bah, ouais. Il va venir 80% parce que c'est un projet qui lui tient à cœur et voilà. Enfin, moi, il y a des Chinois et des Taïwanais, ils se pointent jamais. Hein, c'est papa et maman qui payent derrière. Voilà, c'est pas une volonté d'eux-mêmes de vouloir apprendre le japonais au Japon et de découvrir la culture. C'est pour ça que dans l'école, notre école en tout cas, c'est ça. Pendant très longtemps, parce que nous, ça fait que 4 ans ou 5 ans qu'on envoie des étudiants français. Pendant très longtemps, l'école avait que des Chinois et des Coréens et des Vietnamiens. Et ils ont été contents d'avoir une ambiance différente avec des Français en cours qui sont les plus sérieux de l'école en plus. C'est ça le. Voilà. Et une autre ambiance, quoi, une ambiance plus sympa, plus ouverte. Voilà. C'est différent de mon école, hein, les Français qui sont sérieux. C'est sûr que c'est les pires, moi, dans mon école. Nous, on a toujours eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant. Non, on a toujours eu beaucoup de chance. Ouais. Après le live, ça va changer. Ah, le live, ça va changer, tu vas voir. Il y en a une quarantaine là qui vont débarquer. On fout de la merde. Ok, allez. Non, je déconne. Tué. Non, mais très franchement, on a 100% de réussite de visa étudiant avec les Français jusqu'à maintenant. Et aucun expulsé, donc voilà, très content quand même. Donc c'est pas mal. C'est pas les mêmes chiffres pour les Chinois, je vous le dis d'avance quand même. Attends, Question un peu bête, mais y a-t-il un âge maximum pour le visa étudiant? Eh ben, très bonne question en fait, hein, parce que non. Pour l'étudiant qu'on avait le plus âgé, il avait 41 ans. Voilà, donc on a fait un visa étudiant pour quelqu'un qui avait 41 ans. Donc concrètement, je pense qu'on peut aller plus haut si la personne a un projet sérieux. On peut aller jusqu'à la cinquantaine, je pense, facilement. En gros, tant que tu es jeune dans ton cœur, tu peux toujours avoir un visa étudiant, quoi, c'est ça. C'est beau, Charles, c'est très beau. C'est beau, hein. Très beau. Ouais. On va arrêter là parce que ça va. C'est pas parce qu'on est assis sur le lit, hein, c'est bon, on va se passer. Non, mais c'est ça, ouais, non, il n'y a pas de limite d'âge, et pareil, hein, si on a un baccalauréat à 17 ans, on peut partir aussi. Hein. Ouais, Voilà, donc, les étudiants surdoués, voilà, ça peut aussi rentrer plus tôt. Par contre, juste, je vais lever un petit point parce que il y en a qui sont surpris quand ils arrivent ici. En France, vous êtes majeur à 18 ans, mais ici, vous êtes majeur à 20 ans. Donc, alcool, cigarettes, tout ça, Bye bye. oubliez. Hein, Si vous faites choper en plus, alors, moi je sais que dans mon école, justement c'est marrant, mais dans mon école, il y a un gars qui s'est pointé. Enfin, il buvait une bière à l'extérieur et en fait, il avait moins de 20 ans et il s'est fait dézinguer. Je crois qu'il il a été renvoyé. Parce que genre, là, il a été convoqué direct. J'ai vu quelques surprises comme ça passer. Moi aussi, ouais. Parce qu'on Ouais, oublie. non, mais, tout à fait, ouais. Non, mais oui, alors faites attention, c'est vrai que 18 ans, vous n'êtes pas majeur au Japon. Hein. Alors les boîtes de nuit aussi, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est bye bye. Même il y a plein de choses. Ouais. Ne serait-ce que acheter un téléphone, ce genre de choses, c'est beaucoup plus compliqué. Ah, mais oui, tout à fait. Ouvrir un compte en banque, tout ça, il va falloir des garanties. Donc ça peut se faire, hein, mais la vie sera pas cool. Il y a une question de Xidophile qui demande, y a-t-il des bourses d'études? Et Ça donc, va école logement, mais ça on a déjà répondu. Donc, des bourses d'études. Alors, vu qu'on est une école privée, on n'a pas vraiment accès aux bourses de l'État japonais ou de l'État français. Par contre, 2 points intéressants, je pense. On décerne une bourse qui est de... Alors, je crois que c'est 40 000 yens par mois. C'est pas rien, hein, voilà, c'est bien quand même. Pour l'étudiant qui, au bout de 6 mois d'études, aura été dans les 2 premiers de sa section. Voilà. Les 2 premiers de chaque section. Donc, section débutant, intermédiaire et confirmé. Donc, il faut être dans les 2 premiers ou le premier, je crois, et avoir 100% de présence en cours. Voilà. Ça, c'est que pour le visa étudiant, on précise. Hein. Que pour le visa étudiant, exactement. Voilà, je précise. Et non, PVT, ils montent la bourse. On a Eduardo Pereira qui est qui est un ami suisse apparemment, parce que c'est lui qui a déjà posé la question sur la Suisse, et il demande l'équivalent du bac pour la Suisse. Alors, je crois que c'est la maturité, c'est pas ça? La maturité? Il peut confirmer, mais ça s'appelle la maturité, il me semble, en Suisse. Il peut confirmer sur le chat s'il est encore là. Ouais, bizarre. Donc, j'avais une autre question qui m'avait fait pop dans la tête. Tout à l'heure, on parlait donc des 16 000 € et compagnie. Quand tu obtiens le visa étudiant, donc grosso modo, l'immigration, pour faire simple, elle répond, elle dit OK, et elle donne le certificate of eligibility, tu me confirmes. Elle le donne à l'école, et l'école le remet à l'étudiant quand il a payé les premiers mois d'école. Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire que dans un premier temps, l'étudiant va avoir la réponse de l'immigration. Ensuite, il va y avoir le paiement, le règlement de l'étudiant pour les cours, au moins les 6 premiers mois. Voilà. Ensuite, on envoie le Certificate of Eligibility qui va permettre à l'étudiant d'aller chercher son visa
à l'ambassade du Japon en France. Donc voilà. Donc il faut bien préciser, je pense, quand vous faites une demande de visa étudiant, préparez-vous à devoir payer les 6 premiers mois d'école, grosso modo. C'est ça? Ouais, ça paraît important à préciser ça effectivement, parce qu'il y en a qui sont un peu étonnés qu'on puisse pas payer au trimestre, mais c'est pour une raison évidente de sécurité. Imaginez que l'immigration donne un visa à quelqu'un qui paye pas ses cours, bah il a un étudiant qui est en liberté, qui n'a pas payé ses cours et qui ne va pas à l'école. Donc voilà, c'est tout simplement pour des raisons de sécurité pour l'immigration japonaise. Ils demandent de payer les cours avant de recevoir le visa. Donc voilà, au moins il y a pas d'ambiguïté. Donc si vous voulez venir au Japon, que l'immigration vous dit OK pour le visa, préparez-vous, payez 6 mois et au moins vous êtes tranquille, vous avez votre visa après, quoi. Et juste pour revenir une dernière fois sur la maturité suisse, si on fait sans la maturité, on peut pas avoir de visa alors du coup? Alors je crois que non. Malheureusement, je suis pas spécialiste du système suisse, mais si on n'a pas 12 années de... Alors, c'est quoi ce travail? T'es pas spécialiste de la Suisse, mais attends, c'est quoi cet invité là? Un peu plus de la Belgique, mais pas de la Suisse malheureusement. Alors bon, oui, voilà, donc ce que je disais, pensez pas diplôme, pensez 12 années. Si vous cumulez 12 années, que vous avez cumulé et validé 12 années d'études, voilà, c'est safe. Vous pouvez Voilà. venir. C'est pas le diplôme, c'est bien 12 Ouais, années c'est bien d'études. 12 années d'études. 12 années, même si vous n'avez pas le diplôme, c'est 12 années. Par contre, il va falloir que ce soit un cycle général quand même, un minimum, quoi. C'est-à-dire qu'avoir fait le lycée quand même. Ouais, d'accord. Au risque de te surprendre, il est déjà 21h56, Donc ça passe super vite. très très vite. Et, donc Ouais, voilà, ça on va passe répondre super vite. D'accord. Tu as peut-être d'autres informations à ajouter sur le visa étudiant, des conseils, enfin. Alors le conseil, c'est voilà, il faut s'y prendre longtemps à l'avance, très longtemps à l'avance. N'hésitez pas à nous contacter, on a un service Skype aussi, voilà, pour discuter avec les étudiants et les conseillers. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce service Skype sur le site web donc écoletokyo.com. On peut aussi nous contacter par mail, on peut aussi répondre par email assez rapidement, donc profitez-en. Et puis, bah voilà, donc s'y prendre longtemps à l'avance, avoir des garants, c'est mieux toujours. Hein. Donc demander à son père ou à sa mère de se porter garant pour le projet. S'y prendre longtemps à l'avance, et puis préparez-vous aussi tout seul déjà à vous familiariser avec les hiragana et katakana. Ouais, voilà, c'est une bonne chose. Voilà, parce que quand on arrive au Japon, c'est quand même bien de pouvoir avoir au moins les 2 premiers syllabaires. Hein. Ouais. Voilà, c'est quand même important et c'est vraiment, ça vous facilitera la vie. Voilà. Moi, je l'avais appris avant de venir en tout cas, et pas. Tu parlais du s'y prendre à l'avance. Moi, je m'étais pris en quelque chose comme septembre pour janvier, quoi. Je me suis pris en septembre pour janvier, et en septembre, je connaissais déjà mes hiragana, katakana. C'est vrai que Ouais, c'est une bonne- ça va très vite. Hein. Nous, à la fac, on les apprenait, je crois, en 10 jours. Voilà. C'était en 10 jours, il fallait les connaître. Et puis, je crois que dans les écoles de langue, c'est encore plus rapide, voire c'est peut-être pareil, hein, 10 jours, je pense, ou 15 jours. Donc, n'hésitez pas à faire de l'autodidacte. Nous, ça sera que bénéfique. Anthony Fritsch qui pose il n'existe pas des sociétés qui peuvent se porter garant pour l'étudiant, donc je pense que Maxime a déjà répondu en disant que les parents proches, donc encore pire pour des entreprises. Voilà, alors attendez là quand même, je vais rajouter un point là-dessus si on a encore le temps. Ouais, on peut en fait demander à son employeur de se porter garant si c'est un projet qui est dans le cadre de son entreprise. Voilà. Si quelqu'un va être amené à parler japonais, son employeur ou son entreprise peut se porter garante pour son projet. Mais il faut qu'il y ait un projet lié avec l'entreprise. C'est pas je travaille dans l'entreprise. Voilà, il faut que ce soit un projet lié parce que. Voilà. Exactement, tu as tout à fait résumé la chose. Là, il faut que ce soit un projet qui soit lié avec l'entreprise quand même. Alors, juste au cas où, parce qu'en France, on a le système du DIF qui te permet donc, après d'avoir travaillé 2 ans dans une entreprise, de prendre une année sabbatique, entre guillemets, de rester employé de l'entreprise, mais d'aller étudier autre chose et c'est payé par des subventions de l'État. Ce genre de choses, je présume que ça ne passe pas. Faut vraiment que ça soit. Si, en fait, ça passe. En fait. C'est ça qui ça passe. Et en fait, ça passe d'autant plus pour nos amis belges qui nous regardent. Je ne sais pas s'ils sont nombreux, mais vous avez un super système de l'État belge qui vous soutient dans vos études pour étudier autre chose, justement, cette année sabbatique dont tu parlais, Ala, et qui est financée, je crois, carrément à 100% au niveau des frais de scolarité par l'État belge. Alors en France, je crois que ça marche pas comme ça, mais bon, en fait, ouais, ces projets-là d'année sabbatique, ça peut quand même marcher. Parce que vous avez quand même à cœur de vouloir utiliser le japonais peut-être pour même une avancée personnelle, voilà, un acquis personnel, hein, voir autre chose, s'ouvrir au monde. Donc dans une année sabbatique, ça peut marcher aussi. Hein, on peut avoir l'employeur qui se porte garant pour ça aussi. Okay. Le mieux, c'est de nous demander en fait d'exposer la situation par mail. Et puis nous, je pense qu'on peut affiner ça en appelant l'immigration japonaise, leur demander est-ce que ça passe.
Parce que le grand avantage de notre service, en fait, c'est qu'on laissera pas passer, de toute façon, on présentera pas un visa si on sait qu'il va se planter. Voilà. Ouais. Et puis l'autre gros avantage, c'est que c'est tout, vous faites tout en français. Tout C'est-à-dire en que français, tous les documents sont traduits, voilà. Donc c'est du pain béni, c'est tout en français et on présentera jamais un dossier qui a toutes les chances de se planter. techniquement, on pourrait postuler limite tout seul pour un visa étudiant, mais grosso modo, c'est tout en japonais en général. Donc l'avantage de passer par vous, c'est que c'est en français. Ouais, alors j'ai même pas d'exemple de personne qui a passé tout seul en anglais, en japonais, ouais, pour demander un visa étudiant, mais oui, effectivement, voilà, là, vous avez l'avantage d'avoir un truc en français. Je crois qu'on est le seul d'ailleurs service en France à faire ça. Pour le visa étudiant, à ma connaissance, vous êtes les seuls. Ouais, on est les seuls, donc voilà, voilà, enfant. Pareil, on l'invitera. Exactement. Ouais. Non, mais oui, à ma connaissance, vous êtes les seuls à le faire en français. Donc. Ouais, on est les seuls, et donc pour un petit moment, j'espère. Voilà, et puis donc on est les seuls, et puis surtout on a l'expérience de le faire. Ça va faire 3 ans maintenant pour ma part à moi que je suis dans le projet. Et d'ailleurs, je tiens à remercier tous les étudiants qui sont déjà venus et qui vont venir par la suite parce que grâce à eux, on peut faire on peut améliorer le service. On a pu proposer d'autres écoles, ce qui n'aurait pas été le cas si ça n'avait pas eu autant de succès. Donc, ouais, je remercie tout le monde qui nous soutiennent quotidiennement et puis qui sont encore à l'école en ce moment ou qui seront à l'école dans le futur. Et puis grâce à eux, on peut faire des lives franchement sympathiques, n'est-ce pas? Avec des teasers et tout. Ouais, des petits teasers et tout là, ça. Tu veux pas nous refaire un teaser, Maxime? Un dernier teaser? Ouais. Allez, pour conclure le live d'aujourd'hui. Quelque chose qui n'inclut pas de la nudité, par contre. Non, mais juste pour conclure, tu peux nous présenter brièvement École Tokyo, École Kyoto et les 2 futurs projets, donc. T'as 1 minute. Ouais, alors je vais revenir là-dessus. Donc voilà, en février, on lance le gros site portail qui va regrouper, donc je tairai le nom, tu le connais je crois là, mais voilà, on va le garder secret pour le moment. Il faut bien que j'ai encore des choses à teaser, parce que si j'ai plus rien à teaser. Voilà, donc qui regroupera donc 4 écoles. Donc une à Tokyo, une à Kyoto, une à Okinawa et une à Sapporo, dans l'île d'Hokkaido tout au nord. On aura des familles d'accueil, des projets, des séjours sur mesure, voilà, de 1 mois à 3 mois, avec des logements en appartement, en famille d'accueil, en guest house, tout ce que vous voulez sur mesure, en dortoir aussi pour ceux qui ont moins d'argent. Enfin voilà, on va un maximum de services et on est aussi peut-être en train de négocier pour des billets d'avion. Voilà. Voilà, des tarifs améliorés pour les billets d'avion. Alors je sais que c'est très difficile, mais on va essayer de mettre ça en place aussi. Donc voilà, que demander de plus, hein, on améliore le service de mois en mois, d'année en année, et voilà, et j'espère que ça va devenir plus facile pour les Français de pouvoir apprendre le japonais au Japon. Voilà, je finis le live comme on l'a débuté avec le sujet, c'est pas formidable ça? Ouais, c'est vraiment une soirée placée sous le signe du teasing, quoi, c'est magnifique. Ah, c'est mignon. Ouais. Ah tiens, juste dernière question. Où à Okinawa l'école? Okinawa, c'est un peu grand. À Naha, donc la capitale d'Okinawa. À Naha. Ah. Super. Bon, bien sûr, ça, les amis, on va aller se coucher. Moi, je suis très fatigué, personnellement. Moi aussi. Ouais. Maxime, merci d'être venu. C'était un plaisir, et puis j'espère qu'on aura peut-être l'occasion, quand le site sera lancé en février, de faire un live dans 6 mois, je sais pas, pour faire l'état des lieux encore des autres questions qui restent. Bienvenue, ouais. Je pense qu'il y aura toujours des questions à ce moment-là, donc il n'y aura pas de souci. Voilà. Ok, bah c'est super. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité, et puis voilà, bonne chance pour vous aussi, et puis bonne chance pour ton genou, voilà. Ah, ouais. Je suis devenu un peu Robocop ces temps-ci, hein. Grosso modo, hein. Voilà. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Bonne chance pour Ça rigole plus là. Donc voilà. pour tes vidéos de 2 minutes au Japon qui sont super sympas aussi. Voilà, je voulais juste rajouter ça à la fin. Voilà. Ceux qui cherchent des infos donc sur École Tokyo ou École Kyoto, donc pour l'instant, vous pouvez aller regarder sur le blog, il y a 2 articles qui présentent ça, il y a les liens vers le site et tout. Donc, n'hésitez pas à contacter Maxime, moi je sais qu'il répond assez rapidement en général, donc Skype, mail, il y a je tiens à citer Monsieur Oda aussi pour ceux qui sont en contact, voilà, qui peuvent contacter Monsieur Oda, voilà. Et puis donc n'hésitez pas, voilà. Et puis voilà, donc ouais, juste ça. Je vais pas passer plus longtemps, voilà. Bon. En tout cas, je vous remercie. Hein. Ouais, ça roule. Bah, écoute, sur ouais. Je vais aller mettre mon costume d'infirmière et je vais m'occuper du genou d'Ala maintenant. Bon, salut. Bonne nuit tout le monde. Bonne journée. Ciao. Et comme en fait je le dis à tous les invités, en fait,